allons commencer par écouter Pierre Rosanvallon, puis Ahmet Insel, puis Michael Ignatieff, et puis nous les ferons débattre tous les trois, parce que nous avons très peu de temps, malheureusement, pour laisser le temps aux autres panels. Allez-y, Pierre, la parole est à vous. Merci. Effectivement, quels que soient les mots que l'on emploie, nous avons bien le sentiment aujourd'hui qu'il y a deux avenirs qui s'opposent en Europe et deux formes de démocratie qui s'opposent et se combattent déjà et se combattront, je pense, chaque jour davantage. Mais il me semble en même temps que nous n'avons pas toujours l'intelligence de nos peurs et l'intelligence de notre critique. Et que pour bien faire face aux enjeux du présent, il faut, me semble-t-il, présenter le populisme dans ses aspects les plus forts et le comprendre comme une proposition politique qui a sa cohérence et qui a également, je dirais, ses soutiens émotionnels. Il faut d'abord évidemment parler du populisme, des populismes au pluriel, parce qu'il faut faire la distinction entre des mouvements, des régimes, parce qu'après tout, les mouvements populistes ont des discours, ils ont une rhétorique, mais les régimes disent la vérité pratique du populisme. Et donc, il faut bien faire la différence entre ces deux éléments. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a partout dans le monde ce que j'appellerais une atmosphère de populisme. C'est-à-dire qu'à côté des mouvements et des régimes, il y a une espèce de diffusion de bien des thèmes de type populiste qui marquent les opinions et qui marquent les pratiques politiques. Et pourtant, il faut bien parler du populisme au singulier, car il y a véritablement le populisme qui peut être défini comme une forme et une proposition politique. Et que pour le comprendre, il ne suffit pas de faire une critique qui parle d'illibéralisme, de pathologie de la démocratie ou de maladie infantile de la démocratie. Tout cela est trop flou et présuppose en outre une définition positive de la bonne démocratie que l'on ne possède pas toujours. En revanche, il faut reconnaître que les populismes que nous voyons aujourd'hui ont partie liée à l'histoire des démocraties, à leur inachèvement. Il y a eu un premier grand moment populiste en Europe dans les années 1890, au moment de la première mondialisation, avec en France la naissance du nationalisme, le développement de l'antisémitisme, tous les mouvements xénophobes qui ont traversé la France à l'époque. Il y a eu exactement à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler déjà un premier âge du populisme. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le populisme de cette époque a été vaincu. Et pourquoi et comment a-t-il été vaincu? Il a été vaincu parce qu'il y a eu l'invention de la République sociale. Il a été vaincu parce qu'il y a eu l'invention de l'État-providence. Il a été vaincu parce qu'il y a eu le développement de la social-démocratie. Et donc, si le populisme a été vaincu dans cette première grande épreuve de la fin du XIXe siècle, c'est parce qu'il n'a pas simplement été accusé d'être un danger, mais qu'il y a eu des réponses précises et concrètes aux enjeux et aux problèmes qui soulevaient. Si l'on veut analyser adéquatement le populisme et le critiquer au-delà des approches symptomatiques, il faut distinguer ce que j'appellerais une raison populiste et des passions populistes. Le populisme est en effet un combiné d'une théorie politique et de passions politiques. Et il nous rappelle de façon éclatante le rôle que jouent les affects et les émotions en politique. D'abord, comment caractériser ce qu'on peut appeler la raison populiste, ou, si l'on adopte un point de vue critique, sa prétention démocratique? Si l'on veut définir la démocratie, on peut la définir très simplement autour de 4 idées centrales. La démocratie, c'est un mode de sélection des gouvernants et des législateurs par l'élection. La démocratie, c'est un mode d'expression de la souveraineté du peuple, le vote par exemple. La démocratie, en troisième lieu, c'est un mode de constitution du peuple et de représentation de celui-ci. Et enfin, c'est un régime de la délibération. Si l'on prend ces différents points,
on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus dans le monde guère de discussion sur le mode de sélection des gouvernants et des législateurs. Et de ce point de vue-là, les mouvements et les régimes populistes ne disent pas autre chose que l'ensemble des régimes démocratiques. Parce qu'il n'y a que deux façons de nommer des dirigeants et des gouvernants autres que l'élection, c'est le concours ou le tirage au sort. Personne n'a jamais songé à proposer le tirage au sort pour désigner les chefs d'État. Et il n'y a qu'en Chine que l'on pense que les examens et les concours sont supérieurs à l'élection. C'était une vieille idée de Sun Yat-sen, mais qui a été récemment, disons, remise au goût du jour par le Parti communiste, qui a théorisé le fait que les examens étaient supérieurs à l'élection pour désigner des gouvernants qui auraient soin du peuple. Il n'a pas précisé que celui qui définissait les programmes et faisait passer les examens était le parti. Parce que c'est une différence quand même considérable avec la vision scolaire des examens. Donc sur ce point de la nomination des gouvernants et des législateurs, il y a, sauf quelques exceptions dans le monde, un accord autour de l'idée d'élection. Mais on peut dire d'une certaine façon que le populisme, la raison populiste, en reste un petit peu là. Car quant au mode d'expression de la souveraineté du peuple, le populisme en reste à l'idée majoritaire, que le fait majoritaire exprime la volonté populaire. Et il ne prend pas en compte un fait essentiel, c'est que le vote repose sur une fiction. Le vote repose sur la fiction que la majorité exprime l'unanimité. Le vote est une réalité procédurale, mais que l'on considère comme ayant une dimension substantielle. En fait, cela reste une fiction nécessaire, car dans toute démocratie, il faut en quelque sorte des moments où l'on tranche. Et le fait que 51 soit supérieur à 49 est évidemment à une vertu arithmétique que l'on ne saurait contester. Mais qu'il faut définir également la souveraineté du peuple de façon élargie et démultipliée. Et c'est là que le populisme ne suit plus le mouvement de la réflexion sur la démocratie. Expression démultipliée d'une double façon. C'est de dire d'abord que la Constitution et la justice constitutionnelle expriment la volonté générale, en ce sens qu'elle exprime la mémoire de la volonté générale. Une Constitution est la mémoire de la volonté générale. Et la justice constitutionnelle est l'organe d'expression de cette mémoire. Et donc, une Cour constitutionnelle a une fonction représentative également. Elle a une fonction d'expression de la souveraineté. Elle n'est pas simplement un gouvernement de sages. Il est très important de faire, me semble-t-il, cette distinction. Et puis, en second lieu, il y a des formes d'expression que l'on pourrait dire fonctionnelles de l'intérêt général. C'est ce à quoi servent les autorités indépendantes. Et là, on a une première distinction entre ce qu'on pourrait appeler une vision simplifiée de la démocratie qui se limite à l'élection et à la vision de la majorité comme exprimant adéquatement la volonté générale, à une conception que l'on pourrait dire démultipliée ou développée de la souveraineté. Démultiplication qui repose aussi sur une distinction fondamentale, élaborée d'abord par Bentham, entre le rôle de la voix du peuple et le rôle de l'œil du peuple dans la démocratie. Bentham a expliqué que toute la vision classique du gouvernement représentatif avait d'abord reposé sur l'organisation de la voix du peuple, à travers l'élection, à travers la délibération, à travers l'opinion, voire à travers les manifestations dans la rue. Ça, c'est la voix du peuple. Mais l'expression du peuple, c'est aussi l'œil du peuple, car l'œil reste toujours ouvert alors que l'on n'ouvre pas la bouche en permanence. Donc, il y a, je dirais, dans les temporalités d'expression de la souveraineté du peuple, un rapport entre la voix du peuple et l'œil du peuple qu'il est important de rappeler, et c'est cela que ne prend pas en compte, notamment le populisme. Il exalte la voix du peuple, mais il ne donne pas véritablement sa place à l'œil du peuple. Et on pourrait dire que dans cette voix du peuple, il y a aussi un point fondamental qui est très peu souvent souligné,
ce sont les problèmes posés par l'exaltation systématique du référendum. Or, ça c'est un point central dans la raison populiste. Or, il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de critique démocratique du référendum. Or, il y en a au moins une que l'on peut faire, au regard de ce que l'on voit actuellement en Grande-Bretagne avec le Brexit. C'est qu'une des grandes limites du référendum, c'est qu'il ne prend pas en compte les implications normatives ou pratiques des décisions. On voit bien aujourd'hui, quand on parle de refaire un référendum ou d'éventuellement de soumettre à référendum un accord gouvernemental, cela pose une question très importante parce que ça n'était pas impliqué dans la question première. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a invalidation de beaucoup de référendums en Suisse, ou de votations plutôt en Suisse. Car ces votations prennent une décision en termes généraux, mais ne déterminent pas les conditions de mise en œuvre ou les problèmes de mise en œuvre. Notamment, par exemple, le fait que ça puisse être contradictoire avec un certain nombre de traités sur la circulation des personnes en Europe, pour reprendre que cet exemple. Autre point décisif de conception de la démocratie, c'est l'organisation du débat public, la délibération. La délibération présuppose qu'il y ait une reconnaissance de la capacité à changer d'avis dans le débat. La délibération, elle organise une discussion qui permet de faire converger ou de clarifier des différences. Ce qui caractérise la raison populiste, c'est que la délibération est toujours réduite à un rapport de l'ami et de l'ennemi. Et du même coup, il n'y a pas de conception de l'autonomie de la sphère publique. Tout est politique. Et c'est de là que vient le thème de la haine des médias. La haine des médias provient du fait qu'ils prétendent exprimer l'autonomie d'une sphère propre publique et non pas le rapport de l'ami à l'ennemi. De la même façon, cela renvoie à un mode que l'on pourrait dire antagoniste et négatif de constitution du peuple. Le peuple est toujours un contre les élites ou les oligarchies, sans que l'on dise qui sont ces oligarchies et quels sont ces peuples, alors que l'on sait que le propre de la démocratie, c'est justement de construire le peuple. Construire le peuple dans la connaissance mutuelle, construire le peuple dans la discussion, construire le peuple dans le compromis entre les intérêts. Le peuple n'est jamais un donné, il est toujours un construit à la fois de l'expérience et à la fois de la délibération. Et là, il y a un coup de force souvent du populisme qui entend ou qui dit exprimer le vrai peuple. Donc, à partir d'un moment, le débat n'est plus simplement un débat sociologique, il est une classification entre le vrai peuple et le mauvais peuple, d'une façon ou d'une autre. Et bien sûr, la haine de l'étranger peut se greffer sur cette vision, mais bien sûr, il y a là une distinction entre ce qu'on pourrait appeler un populisme de gauche et un populisme de droite. S'il y a un point central de distinction, ça n'est pas dans la philosophie de la démocratie. Partout, quels que soient les mouvements, quels que soient les régimes populistes, leur philosophie de la démocratie est la même. Ce qui peut changer, c'est cette vision du mode de constitution du peuple, et notamment du rejet de l'étranger, de l'immigré, du réfugié, etc. Donc, c'est bien une critique que je dirais démocratique du populisme qu'il faut faire. On ne peut pas se contenter de dire que les régimes ou les mouvements populistes sont illibéraux. Ils le sont, d'une certaine façon. Mais ils sont indifférents à cette critique. Ce qui compte, puisque justement, ils diront au contraire, mais oui, nous souhaitons l'être, parce que pour nous, la démocratie est première. Eh bien, on peut dire, oui, on peut dire que la démocratie est première, mais la démocratie veut dire aussi, le libéralisme est un dérivé de la démocratie et pas un fait générateur de la démocratie. On peut voir les choses de cette façon-là, et si on ne les explique pas dans ces termes-là, la controverse politique tourne rapidement à vide.
Deuxième point essentiel, et je termine là, en une seconde, il y a les passions populistes. Ce qui fait la puissance du populisme, c'est parce qu'il organise des communautés de répulsion, des communautés d'émotions fondées sur des haines, des peurs, des fantasmes, et qu'il est aussi fondé, ce qui est différent, sur des communautés de désarroi, des communautés d'impuissance assises sur le soupçon, la défiance, des visions complotistes. Et s'il est relativement facile de dessiner les conditions dans lesquelles on peut combattre la raison populiste, parce qu'il peut y avoir des arguments qui s'échangent, dans l'ordre du combat des passions et des émotions, dans leurs deux directions, de communauté de répulsion, communauté de ressentiment d'un côté et communauté de désarroi de l'autre, c'est beaucoup plus compliqué et difficile. Et qu'il faut en quelque sorte un surcroît d'assurance pour vaincre la défiance. Si l'on dit que la bonne définition en sociologie de la confiance, c'est le fait de pouvoir faire une hypothèse sur un comportement futur, eh bien, ça veut dire que la confiance a une dimension cognitive absolument centrale. C'est la méconnaissance qui produit la défiance et c'est la connaissance qui produit la confiance. Et donc, il faut beaucoup produire de connaissances pour réduire un petit peu la défiance. Voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction, en rappelant pour terminer juste une phrase de John Stuart Mill qui me semble importante. Il disait à l'université St Andrews, « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des hommes de bien. » Et je crois que c'est aussi ça notre problème aujourd'hui.